Et puis, du coup, il me reste plus qu'à me présenter. Donc, moi, je suis, le docteur Marc Lilot. Je travaille en tant que maître de conférences universitaire à l'université donc Claude Bernard, Lyon 1, à la faculté de médecine, Lyon-Est. Et puis, je suis également, responsable d'unité fonctionnelle d'anesthésie, de réanimation cardiaque, thoracique, vasculaire, pédiatrique, qui est située donc, aux Hospices civils de Lyon, donc à Lyon, dans le groupement hospitalier Est et au sein du département du département pardon, de l'ensemble de la filière donc, du fœtus à l'adulte. C'est un nouveau département, dans lequel s'intègre l'unité fonctionnelle et qui inclut évidemment, une prise en charge multidisciplinaire, que sont, composés par des médecins qui sont des cardiopédiatres, des pédiatres, des cardiologues, des chirurgiens, des anesthésistes réanimateurs, entre autres. Voilà. Alors du coup, je vous parle aujourd'hui de la préparation de l'opéré cardiaque en chirurgie, cardiaque pédiatrique. Pour ça, on a à peu près 1 heure et vous pouvez constater, déjà que, ce diaporama et cette présentation a été le fruit de travail de divers, médecins qui sont remerciés ici et également, de personnes qui ne sont pas forcément médecins, comme par exemple Sacha Méret, qui est un des stagiaires PhD, dans notre, unité. Donc, voilà. Comment optimiser nos pratiques en pédiatrie? Donc ça, c'est un vrai, débat. Alors, je vais juste voir comment je peux faire pour passer la diapo suivante. Voilà, donc j'ai pas de conflit d'intérêt à déclarer vis-à-vis de cette présentation. Et par contre, je vais vous présenter un peu le plan de lecture suivant. Donc ça va faire probablement un peu catalogue à certains moments. On va accélérer à certains moments, ralentir un peu à d'autres. Je suis désolé pour ça, mais comme je vous dis, vous pourrez retourner éventuellement au contenu et n'hésitez pas non plus à poser des questions soit pendant l'intervention, soit sinon à la fin, soit sinon après ultérieurement par mail, si jamais, il y en avait qui survenaient. Donc vous savez, en anesthésie pédiatrique, ils aiment bien les fruits, hein, ils aiment bien, les abricots, les nectarines et cetera. Ils font tout un tas d'études aussi multicentriques, internationales, européennes notamment et donc dans cette étude ici, qui s'était pratiquée en Europe, ils avaient regardé, pour savoir quelle était finalement la morbidité, la mortalité après une anesthésie et en pédiatrie et finalement, ce qui est important pour moi là en guise d'introduction, c'est de vous montrer que dans le peu de mortalité qu'ils ont, hein, 3, pardon, le peu de mortalité qu'ils ont, ici, dans leur cohorte et bien finalement il y a plus de 50 qui sont, des patients avec des cardiopathies congénitales. Ce qui fait évidemment, de cette population-là, un risque majoritaire d'arrêt, cardio-circulatoire en périopératoire. Donc il y avait pas de décès qui avait été reporté en péropératoire, hein, de ce que vous pouvez voir. Ah, il y a une coupure de son, c'est ça que je vois là, de temps en temps? J'espère que ça va pas réitérer. J'ai reconnecté un peu. Vous m'entendez là comme ça? Oui? Je considère un oui. Il y a aucun problème, OK, moi je t'entends très bien. d'accord et bah, donc merci. Donc du coup, je continue et puis, si jamais ça bloque, vous m'envoyez un petit message et je vais arrêter de toucher à mon micro, du coup. Du coup, une mortalité, globale qui est importante et on voit que finalement les nouveau-nés représentent une part prépondérante avec les multiples défaillances, d'organes et puis également les sepsis. Voilà, ça c'était juste en guise d'introduction. Quand on regarde, le risque, en situation de chirurgie cardiaque, pédiatrique, eh bien on se rend compte que le risque de mortalité, périopératoire pour cette cohorte, donc qui vient d'Angleterre, enfin de UK, eh bien, c'est un taux qui est important, hein, c'est 2,5 de mortalité à 30 jours. Donc c'est-à-dire que dans la mortalité, sur, l'étude Apricot, on en reparlera un peu après, il y avait 1 pour 1000, donc c'est la petite image que vous voyez à gauche. Vous voyez que quand on s'adresse à des patients pour des chirurgies cardiaques, c'est 2,5. En tout cas, dans cette cohorte-là, qui a été publiée, il n'y a pas si longtemps que ça. Donc, voilà. Alors par contre, pour autant, on peut préparer, ces patients. C'est pas juste un entre guillemets, «une fatalité», cette mortalité. Il y a très certainement des facteurs sur lesquels nous, on puisse intervenir dans la préparation, périopératoire de ces patients. Et je voudrais prendre un petit exemple, hein, qui est un exemple, donc, d'un autre, domaine de l'anesthésie et de la médecine périopératoire, qui est pour la chirurgie, du rachis en pédiatrie, où finalement ils ont mis en place il y a quelques années une procédure de réhabilitation accélérée ou améliorée après une chirurgie et ils se sont rendus compte finalement qu'ils avaient des effets qui étaient très favorables. Alors je passe rapidement pour vous montrer qu'il y avait déjà tout un tas de stratégies qui n'impliquaient pas que le post-opératoire ou le périopératoire, mais aussi finalement le préopératoire
avec du coup une stratification et une objectivation des stratégies de prévention contre les risques d'infection, avec une gestion et une anticipation des besoins en termes de nutrition et de douleurs potentielles, et également une optimisation des, de la de la, de la gestion en fait, de l'hémoglobine en préopératoire. En intraopératoire, bah, ils ont essayé d'épargner au maximum, les pertes, de sanguines, et puis de gérer correctement, l'analgésie, donc post-opératoire, et puis également donc une gestion, des antibiotiques. Ils ont essayé donc d'optimiser également, la prise en charge en limitant le nombre d'utilisation, de produits morphiniques avec, notamment, l'OFA, donc l'opioid free analgesia ou anesthésia, qui donc utilise davantage d'autres produits tels que la dexméthamphétamine, la kétamine, et encore d'autres produits, de magnésium, et cetera. Et avec ça, finalement, bah, ils se rendent compte qu'ils ont une réduction importante, finalement, de la concentration en morphinique, donc dans le groupe, avec, de l'OFA, sans effet indésirable, constaté. Alors attention, ici, il ne s'agissait pas, de patients de cardiopathie congénitale, hein, donc du coup, les médicaments qui sont mis ici, doivent être bien mis en balance par rapport au risque, de d'utilisation sur les cardiopathes congénitaux, évidemment. En post-opératoire, il y a toute une stratégie multimodale, comme vous pouvez voir, avec, des stratégies à la fois mécaniques, des corsets, des ablations, des dispositifs externes, c'est tout ce qui est drain, et cetera, des sondes urinaires, de la mobilisation, et puis aussi, des stratégies d'adaptation médicamenteuse pour une prise en charge, multidisciplinaire, organisée et accélérée, et ça, en fait, ça donne des résultats qui sont considérables puisque la durée d'hospitalisation, elle est réduite presque par 2 dans le groupe, d'amélioration, de la prise en charge post-opératoire, donc le groupe ERAS. Donc c'est loin d'être négligeable. Et donc effectivement, la question, c'est de se questionner finalement, ou de s'interroger sur, quels sont les outils et les stratégies qui sont mises en place et qui sont, effectivement utiles et efficaces, et quelles sont celles finalement qui sont une gêne par rapport à la réhabilitation, de nos patients, et qui, comme vous savez, la médecine évolue très vite, et donc du coup qui sont également à réévaluer en permanence, ou en tout cas régulièrement. Voilà, donc ça c'était pour le rachis, pour le rachis, pour vous donner un exemple d'une chirurgie qui est complexe quand même, très hémorragique, avec des positionnements qui sont pas simples. Alors certes, il y a pas toujours, il y a pas la circulation extracorporelle, il y a pas les défaillances cardiaques systématiques, mais bon, ça reste un modèle qui peut être inspirant. Alors maintenant, bah, on va parler un certain nombre de préparations, hein. Là, je faisais simplement une petite introduction, et on va commencer par la préparation du risque respiratoire. Alors vous savez qu'il existe un certain nombre de recommandations formalisées d'experts, et donc, il y a eu des RFE qui ont été publiés il n'y a pas très longtemps, pour la gestion des voies aériennes en pédiatrie, et qui donnent quelques recommandations, hein. Systématiquement des accords forts, c'est normal, c'est la définition de la RFE, mais des grades qui sont bah, quand même qui sont intéressants. Donc, du grade de plus, c'est pas rien, et donc qui disent qu'il est probablement recommandé d'utiliser des dispositifs supraglottiques, par exemple, quand on n'a pas besoin d'utiliser finalement de dispositifs invasifs type sonde d'intubation, et donc notamment en situation reconnue comme étant une chirurgie superficielle programmée, courte durée, et tout ça dans le but de limiter le risque de laryngospasme et d'hypoxémie. Donc là, bah, ça questionne, par exemple, que comment vous faites, vous, dans vos centres, pour les chirurgies qui sont des chirurgies qui sont, entre guillemets, avec des abords superficiels. On pourrait imaginer, par exemple, l'électrophysiologie, ou certains, voire des cathétérismes. Comment est-ce que, du coup, les dispositifs, sont utilisés pour l'intubation, et dans quelle mesure ça impacte, les séjours hospitaliers? Alors, il y a une autre question, c'est: faut-il utiliser un curare pour intuber un enfant? Et là, vous voyez que finalement les recommandations, elles sont plutôt en faveur d'une utilisation, du curare, dans le but de pouvoir s'améliorer en termes de conditions d'intubation au cours de l'anesthésie générale, par une induction intraveineuse. Donc, bah, ça c'est plutôt, assez, pour tout vous dire, hein, ça a fait l'objet d'un gros débat au niveau du comité scientifique de l'ASFAR pour la validation de cette recommandation. Évidemment, ça a été reconnu parce que c'était une grosse influence aussi également des centres adultes, et tout le monde n'est pas d'accord, mais l'idée en tout cas, c'est de se dire que ce médicament-là n'est pas inutile en termes de gestion des voies aériennes chez les enfants. Alors évidemment, c'est à mettre en balance par rapport à un réveil précoce aussi. Et puis, bah, les sondes à ballonnet, donc là maintenant, bah, là, il n'y a pas de doute. Vous voyez, c'est un accord 1, c'est un grade 1, je veux dire, donc c'est clair, c'est recommandé, et il y a de la littérature robuste pour dire que c'est utile, pour le patient d'avoir une sonde d'intubation à ballonnet plutôt qu'une sonde sans ballonnet, chez l'enfant. Et donc ça inclut, potentiellement aussi donc, les plus petits, hein,
Voilà. Alors bon, il y a quand même une limite de pression qui est proposée pour le ballonnet avec 20 cm d'eau. Et enfin, en dessous, bah, il commence à donc donner des indications pour suggérer l'utilisation de vidéolaryngoscope dès que les patients sont à risque potentiel d'intubation difficile ou de ventilation délicate, dans le but d'optimiser les chances de l'intubation et donc d'optimiser le temps, j'allais dire, pendant lequel le patient n'est pas hypoxique. Donc on sait l'impact que ça peut avoir sur les patients. Alors, il y a des algorithmes de prise en charge également, de situations d'intubation qui sont difficiles en pédiatrie et comme par exemple, ici, un algorithme de prise en charge qui s'est très largement inspiré, des recommandations adultes, mais qui décerne quand même un petit peu de particularités, que sont, bah, le positionnement de la tête et l'utilisation de certains mouvements ou certaines positions, des épaules. Sinon, en dehors de cela, finalement, on est sur, un système qui dit, bah, on a un algorithme qui dit que lorsqu'on a des difficultés, donc, de ventilation au masque facial qui sont pas prévues, donc qui n'ont pas été anticipées et bien, on a un algorithme de prise en charge qui est défini et qui peut être défini très très clairement avec, l'introduction d'un dispositif supraglottique, assez rapide aussi pour essayer de maintenir une oxygénation, une ventilation, du patient et puis si jamais malheureusement ça ne suffit pas, on va vers la cricothyroïdotomie, en urgence, donc le CICO. Et donc là, évidemment, chez les tout petits, les nouveau-nés, ça semble plutôt, difficile, hein, voire impossible à faire dans le temps imparti par rapport à la survie. On pourrait même nous dire, de façon un peu humoristique, c'est pas drôle, mais que ce serait plus rapide de mettre une ECMO, chez un enfant, de ce type-là que de véritablement réussir à faire une crico chez un nouveau-né. Mais et vous voyez que ça fait quand même partie des recommandations et que les nouveau-nés, bah, c'est une partie de la pédiatrie, mais il y a quand même aussi beaucoup de patients, qui sont au-delà et que là, les recommandations, elles s'intéressent principalement finalement, ici aux enfants qui ont entre 1 et 8 ans. Donc ça a été clairement évoqué comme étant aussi, un algorithme qui s'applique pas systématiquement aux nouveau-nés. Et donc la cricothyroïdotomie, vous voyez ici, l'algorithme qui la propose assez rapidement, à l'instar de ce qui est proposé chez les adultes, mais avec évidemment du matériel qui nécessite d'être, régulièrement vérifié avec des entraînements. Donc du coup, la nécessité, de réactualiser aussi ces matériels qui peuvent être amenés à périmer et surtout les connaissances et les compétences des individus. Alors des intubations, difficiles en cardiopédiatrie, on peut en avoir qui s'associent à des manifestations syndromiques en fait de pathologie. Donc, par exemple la trisomie 21, le syndrome de Down, eh bien on a un certain nombre de pourcentages qui est non négligeable de rétrécissement sous-glottique, de protrusion de la langue, ça vous avait pas échappé quand vous avez vu un patient avec cette symptôme avec ce syndrome. Pour les syndromes de Dijorge, on a souvent des associations avec des petites bouches ou des trachéomalacies, des atrésies pulmonaires à septum ouvert, des trachéobronchomalacies avec des risques de compression vasculaire qui compliquent la mise en place, potentiellement des sondes, voire, des oxygénations, donc qui vient perturber le raisonnement clinique en situation critique de désaturation et puis des arcs vasculaires anormaux. De la même façon, on peut se retrouver parfois avec des compressions trachéales. Là, on voit bien tout l'intérêt des impressions 3D préopératoires, des arbres trachéobronchiques réalisés sur des scanners, dans le but de mesurer, précisément, la distance, de la sonde d'intubation par rapport aux lésions et l'endroit et donc en clair planifier la stratégie qui serait plus de l'aveugle. Donc ça, c'est évidemment, c'est le présent pour certains centres, c'est le futur pour d'autres. Donc il faut garder cette ouverture-là. Les facteurs prédictifs aussi, de difficultés, d'intubation chez les patients, bah, c'est des disproportions de la langue et du pharynx, la limitation de l'extension, donc au niveau de l'extension du cou et puis, des réductions de la distance thyromandibulaire. Donc là, il y a rien de nouveau non plus par rapport à l'adulte et par rapport à la littérature classique. On a des morphotypes qui sont clairement très difficiles à intuber, comme par exemple le syndrome de Pierre-Robin que vous connaissez et qui sont très souvent, des casse-têtes avec une anticipation, qui est majeure et parfois des besoins d'intubation, fibroscopie chez des petits nouveau-nés, c'est pas simple. Alors voilà l'étude abricot là, apricote, hein, pour dire donc chaque fois ces études, sont juteuses, si je puis me permettre le jeu de mots, elles sont publiées dans des bonnes revues et là, ils regardaient un petit peu finalement les risques, qui étaient, liés aux enfants qui sont inclus dans cette étude. Vous voyez que ça inclut également les nouveau-nés, les nourrissons et puis les plus grands enfants jusqu'à l'adolescence et ils retrouvent comme ça, sur cette cohorte, le pourcentage de pathologies cardiovasculaires et on voit en fait ici que, les complications cardiovasculaires, périopératoires, elles sont majoritaires chez les nouveau-nés, pardon, les nouveau-nés et les nourrissons, contrairement
aux autres patients, tandis que, bah, les risques également respiratoires, eh bien, ils évoluent également au cours de la cohorte, de l'âge avec, bah, quand même, des risques finalement, de laryngospasme qui sont majeurs chez les nourrissons, de bronchospasme également et là, on imagine assez facilement finalement les épisodes d'épidémie hivernale et tous les risques de bronchiolite et qui facilitent entre guillemets, qui non pas entre guillemets, qui facilitent directement ces risques de laryngospasme et de bronchospasme. Il suffit simplement d'avoir travaillé en pédiatrie en période hivernale pour se rendre compte que ça n'est pas qu'une vue de l'esprit. Les patients qui sont infectés, ils désaturent, ils ont des problématiques, péri-anesthésiques qui sont majeures et qui sont parfois très inquiétantes. Donc, on a quand même des seuils qui ont été proposés, hein. Un seuil, par exemple, de 3 ans qui va nous aider à réfléchir par rapport à cette prise en charge, et de stratification du risque cardiovasculaire ou respiratoire, chez les enfants qui doivent aller vers une anesthésie. Et du coup, ça a amené également au concept de Perioperative Respiratory Adverse Event, donc les PRAE vulgairement, qui sont donc toutes ces complications ou ces événements indésirables qui sont liés à des problématiques respiratoires, très souvent virales, et qui ne sont pas spécifiques à la pédiatrie. On peut avoir des laryngospasmes très sévères chez les adultes, mais c'est très fréquent et beaucoup plus fréquent en pédiatrie, évidemment, qui peuvent survenir à différents moments de l'anesthésie. Donc, c'est quoi? Bah, très souvent, c'est des hypoxies brutales rapides et tout ça, ça peut entraîner, je pense qu'il y en a un certain nombre qui ont vu ça parmi vous, bah, des risques, cardio et hémodynamiques, rapides avec des bradycardies qui sont hypoxiques, pour lesquels un certain nombre, recommandent d'utiliser de l'atropine pour, pouvoir essayer de relancer ce cœur au moment où l'oxygène arrive, pour gagner un petit peu de temps. Mais évidemment, l'oxygénation prime dans ces circonstances-là, vous imaginez bien. Donc les particularités de l'anatomique des voies aériennes chez l'enfant, ça n'a rien de spécifique à la cardiopédiatrie, hein, même si on a vu quelques particularités. Bon, les positions, vous savez, de la tête, du nourrisson et du nouveau-né, sont un peu particulières dans les recommandations et c'est lié également, pas que, à l'appareil glottique, hein, mais aussi à l'ensemble de la filière, oro-pharyngée et puis, laryngée et là, ici, on voit bien qu'il y a des différences anatomiques, majeures entre, une glotte d'un nouveau-né et une glotte d'un enfant de 4 ans. Et ça, on se rend bien compte que du coup la technicité et le fait, d'être précis également va être très important. Pour vous donner une petite expérience, dont je suis pas très fier, une situation où j'étais, jeune senior et j'avais proposé à un junior d'intuber un nouveau-né. Quand, j'ai repris, la main, au bout de la deuxième fois parce qu'il n'arrivait pas à intuber et qu'il faisait des mouvements un peu, comme chez un adulte, eh bien, je me suis retrouvé avec une glotte, de nouveau-né, comme vous pouvez voir à droite, qui était totalement obstruée et œdémaciée et je vous avoue que j'étais vraiment pas fier. On a réussi à sécuriser finalement les voies aériennes quand même en passant à travers cette glotte œdémaciée, mais je me suis dit que, je referais plus jamais cette erreur-là, qui était, «la surconfiance» entre guillemets, envers le novice. Puisque, le risque, d'hypoxie, il est bien présent et il faut donc faire très attention chez ces filières qui sont très rétrécies, avec des risques d'intubation qui sont plus importants, plus rapidement. Voilà. Alors, les différents facteurs de risque enfin d'événements indésirables, bah, ils sont liés à l'environnement, on en a parlé, ils sont liés à la chirurgie, donc également avec, un certain nombre de chirurgies qui sont plus à risque. On va voir les amygdales, par exemple. Alors ça nous concerne moins en situation, de chirurgie cardiaque, mais encore que, je ne sais pas si vous, dans vos centres, vous avez déjà eu ça, mais nous, on a ça régulièrement, enfin, pas régulièrement, mais on a ça de temps en temps, des chirurgies ORL qui sont couplées avec des chirurgies cardiaques et donc qui peuvent entraîner un surrisque également, le risque lié à l'anesthésie, le risque infectieux, la gestion ivoirienne chez l'enfant enrhumé, on va voir ça ensemble. Donc la préparation de l'enfant qui est enrhumé, c'est une des problématiques principales et finalement, les particularités cardiaques, ne heu, sont pas, à mon sens, pas si importantes que ça à prendre en compte. La particularité, c'est simplement le contexte de l'urgence. Est-ce que la chirurgie est urgente? Peut attendre ou pas. Et donc une décision sage entre l'évolution de la cardiopathie ou l'évolution, de l'état fonctionnel de l'individu, qui dépendent finalement des conséquences de la cardiopathie versus, bah, le fait d'attendre et de prévenir un risque, un surrisque, j'allais dire, de PRAE et donc de complications, de désaturation et d'hospitalisation prolongée. Donc là, on a des facteurs de risque qui ont été clairement évoqués, donc dans un certain nombre de papiers, qui ont un certain âge maintenant, mais qui restent encore référence et donc notamment, ben, le fait d'avoir un rhume, donc une production, j'allais dire une rhinite épaisse, hein, ou sale, un peu purulente, une toux et notamment une toux grasse puisque la toux sèche finalement, fait pas partie des facteurs majeurs de risque, d'événements indésirables, respiratoires, périopératoires et puis la fièvre. Donc si vous trouvez ces facteurs-là et ben ça vous donne envie,
de décaler l'intervention. Si elle est décalée, en fait, c'est même pas que ça donne envie, c'est que ça devrait être statué directement. Si l'intervention n'est pas urgente, elle doit être décalée. On va voir ensemble de combien de temps. Et puis, si jamais elle est urgente, eh bien, de faire très attention parce que le risque périopératoire, il est très important, beaucoup plus important. Vous voyez les facteurs de risque à droite qui sont retrouvés avec des odds ratio à 3,12, c'est énorme en significativité. Encore à moins de 2 semaines, on a un odds ratio qui augmente encore. Et puis, par contre, on retrouve, vous avez vu dans cette étude du Lancet 2010, un facteur protecteur, ça c'est très intéressant, entre 2 et 4 semaines de ces infections avec ce type de rhume vert, de toux grasse ou de fièvre. Eh bien, on retrouve finalement là un facteur protecteur entre 2 et 4 semaines. Intéressant, ça veut dire que finalement on n'est pas obligé et il ne faudrait pas, au vu de cette étude, décaler les patients, de plus de 4 semaines, mais plutôt de 2 à 4 semaines. Alors évidemment, on veut bien être certain qu'ils soient plus symptomatiques au moment où on les opère, mais vous voyez que le timing se resserre petit à petit avec des données, de la littérature. Alors, c'est pas la même chose avec l'hyperactivité bronchique, hein. Il faut pas comparer ça, faut pas confondre cela, je veux dire. Le patient qui a une hyperactivité bronchique, donc en clair une symptomatologie, de bronchospasme ou d'asthme ou d'antécédents de bronchospasme et d'asthme, eh bien, ces patients-là sont bien plus à risque et on va voir ensemble que finalement, on va décaler davantage l'intervention parce que le surrisque et de morbimortalité est plus important. Donc, voilà, ces facteurs de risque d'hyperactivité bronchique, on les connaît, hein, ils sont bien connus dans la littérature. Tabagisme passif est à rechercher également. Du reflux gastro-œsophagien et terrain atopique peuvent favoriser les choses. On a parlé des facteurs liés à la chirurgie, je vous ai dit les interventions ORL, donc là, vous avez une démonstration ici, c'est assez intéressante, de dynamique d'alectomie nécessaire et donc finalement les patients qui ont des gestes comme ça, qui sont faits sur les voies aériennes supérieures, au niveau pharyngé ou pas très loin du larynx, peuvent entraîner des surrisques d'événements indésirables. Alors, au niveau, de l'anesthésie, eh bien, il y a des études qui ont cherché pour savoir si finalement il y avait, une possibilité de réduire ce risque d'événements indésirables, avec une prémédication par exemple, notamment avec le midazolam. Eh bien, en effet, ça a montré des résultats qui étaient intéressants, mais qui sont remis en cause de plus en plus aujourd'hui parce qu'on est sur, une réduction globale de l'utilisation de la prémédication chez les patients. Ceci dit, vous savez que dans l'hyperactivité bronchique notamment, il y a une composante de stress et d'anxiété et que du coup, la levée de l'anxiolyse, j'allais dire pour parler médical, l'anxiolyse, proposée par des médicaments peuvent être utiles pour lever cette hyperactivité bronchique. Parfois dans les asthmes aigus graves, c'est la technique qui permet, en plus des autres, finalement d'éviter d'avoir à intuber un patient. Ça, c'est une histoire aussi de chasse qui peut arriver. Donc, du coup, on pourrait imaginer finalement que les benzodiazépines puissent aider. Ceci dit, bah, il faut mettre bien ça en balance avec le risque de désaturation, d'hypoxémie. Donc, pour l'instant, la littérature, elle est plutôt en défaveur. Moi, je vous avoue que j'utilise très peu de benzodiazépines en termes de préopératoire pour prévenir et encore moins chez les patients qui ont des shunts droit-gauche, donc des cardiopathies cyanogènes. Ceci dit, ça arrive de temps en temps effectivement de les utiliser dans les situations où on sent que ça va permettre de limiter un peu le surrisque d'anxiété et d'hyperactivité bronchique. Des aérosols, par contre, ça c'est beaucoup plus robuste en termes de littérature, hein, les aérosols de bronchodilatateurs avec des doses qui dépendent évidemment des poids et qui permettent de réduire le taux de risque de PRAE et donc notamment de bronchospasme. Donc là, il ne faut pas s'en priver. Le jour du bloc opératoire, juste avant de descendre au bloc opératoire, et nous, ce qu'on fait même souvent lorsque c'est compatible, c'est qu'on propose que le kinésithérapeute de l'hôpital, dans le service, passe directement pour faire aussi un drainage bronchique, juste avant de réaliser le bronchodilatateur par voie d'aérosol. Et ensuite, l'enfant descend, et parfois, donc plus ou moins, comme je vous le disais, avec benzodiazépine à faible dose ou de l'atarax, hein, de l'hydroxyzine, si jamais il y avait besoin. Alors là, bon, ça, je vais passer rapidement, hein. Il y a eu des propositions aussi pour dire que finalement, l'induction qui est réalisée de façon intraveineuse, elle serait protectrice. Elle protégerait contre le risque de PRAE, contrairement à l'induction inhalatoire. On peut imaginer facilement, effectivement, que le patient qui a déjà une voie veineuse périphérique, il est induit beaucoup plus rapidement, donc peut-être moins de stress, peut-être moins besoin de contention et donc moins d'activation des sécrétions avec un enfant qui se débat, etc. Vous avez certainement des images bien en tête là-dessus. Donc la problématique principale, c'est qu'il va falloir une voie veineuse périphérique chez cet enfant. Donc est-ce que c'est possible éventuellement d'anticiper ça lors d'un bilan préopératoire si jamais il n'avait pas déjà été fait? Bah, ça, dans ce cas-là, ça serait une mesure de prévention qui serait utile, effectivement. Donc c'est à garder en tête, effectivement. Pardon, excusez-moi, j'ose plus toucher mon micro là.
Donc il faut des équipes qui soient entraînées si jamais il faut mettre la voie veineuse périphérique dans le sas avant d'endormir ou dans le, dans le, dans le bloc opératoire avant d'endormir le patient. Je vous avoue que moi, personnellement, quand le patient n'a pas de voie veineuse périphérique, je préfère lui faire une induction inhalée accélérée, si possible en respect de ses facultés de coopération et donc du coup en utilisant la bonne humeur et la participation de l'enfant, mais plutôt que de le traumatiser davantage en lui mettant une voie veineuse périphérique, surtout si elle est difficile. Donc voilà, tout ça, ça se discute évidemment, c'est du cas par cas. La lidocaïne en spray sur les voies aériennes supérieures, bah, ça permettrait d'endormir les voies aériennes, donc le larynx, pardon, et donc ça évite le laryngospasme évidemment. Donc c'est potentiellement utilisable, mais c'est pas des recommandations de routine chez l'enfant qui est infecté. Et puis par contre, ce qu'on recommande aujourd'hui, et vous l'avez vu dans les RFE, c'est que les masques faciales et le masque laryngé sont à privilégier par rapport à une intubation, dans le cas où on n'a pas besoin de passer par l'intubation. En fait, c'est finalement une palissade, hein. C'est-à-dire que si on n'a pas besoin d'intubation, il ne faut pas intuber. Maintenant, dans les cas qui sont un peu de zone grise, où on se dit, bon, il est très infecté, qu'est-ce que je fais? Ben là, ça sera un argument supplémentaire pour dire que on aura plutôt envie de ne pas aller toucher aux cordes vocales, donc de mettre un masque laryngé ou même de garder le patient en ventilation en masque facial pour éviter les prailles. Ça, c'est des recommandations d'ordre général, hein. Quand on extume un patient, c'est plutôt bien réveillé, surtout quand on n'a pas l'expérience de les endormir quand ils sont très endormis. Et donc, on fait très attention lors des extubations ou de l'ablation du masque laryngé à faire en sorte que le patient il ait une réserve d'oxygène au moment où il s'extube. Euh, voilà, ces procédures-là, elles sont tempérées par pardon, la situation clinique. Est-ce que le patient a l'estomac plein? Est-ce qu'il y a un saignement important? Est-ce que l'intubation était difficile, délicate? Il y a des centres qui extubent encore des patients avec des longs mandrins, en place dans les situations où ils ont été très difficiles à intuber, hein. On pense à des patients avec des maladies métaboliques, par exemple. Ces utilisations qui sont faites chez les adultes, elles peuvent être faites aussi chez les enfants, mais ça demande, je pense, une certaine expertise de la sédation en périopératoire, donc une prise en charge de réanimation qui est experte. Voilà. Donc en clair, si on résume, une anesthésie d'un enfant enrhumé, bah, c'est seulement si c'est nécessaire, ok, on va revoir ensemble le délai pour bien clarifier. Les aérosols, donc de salbutamol, oui. La désobstruction rhinopharyngée, oui. J'en ai pas parlé, mais oui, plus. L'équipe expérimentée, oui, c'est mieux. L'induction IV, si c'est possible. L'interface la moins invasive possible, oui. Et puis, si besoin, si vraiment on a besoin d'intuber, est-ce qu'on fait de la lidocaïne pour éviter le spasme laryngé ou du curare? Ça évitera évidemment votre spasme laryngé à 100%. Voilà. Et puis, du coup, juste rapidement, donc pour parler des infections virales, pour enfoncer un peu le clou, hein, j'allais dire, un risque de chirurgie cardiaque, eh bien, chez les patients qui ont des infections virales, pulmonaires, qui ont été résolues ou des infections ou l'absence d'infection virale, vous voyez qu'en fait, sur le paramètre de gauche, sur l'image de gauche, en fait, on n'a pas de différence statistiquement significative. Donc, en clair, euh, il n'y a pas de grosse différence. Par contre, lorsqu'on a un patient qui, lorsqu'il va être pris en charge, il a une infection virale qui n'est pas encore résolue, donc qui n'est pas traitée, là, dans ce cas-là, on augmente considérablement et de façon très statistiquement significative, enfin, de façon statistiquement significative, pardon, je m'enflamme un peu, on augmente le nombre, la durée de ventilation mécanique en heures. Ouais, c'est un facteur qui est très important. Donc, du coup, ça, c'est des arguments pour expliquer la raison pour laquelle on annule le patient aux familles et avec des arguments scientifiques observés. Voilà, de la même façon, donc, quand le patient donc il a une infection préopératoire donc virale qui a été résolue ou qui n'a pas été résolue, bah, on a donc une différence très significative à nouveau en termes de ventilation de durée de ventilation mécanique et donc du coup de durée de séjour en soins intensifs et à l'hôpital aussi, donc ça se répercute un peu partout, mais vous voyez qu'aussi ça se répercute sur la mortalité. Alors bon, les chiffres en valeur absolue, ils indiquent qu'on a envie d'être un peu critique, mais bon, c'est des arguments qui sont quand même à avoir en tête. Et, euh, et voilà, j'avance. Bon, il y a des limites évidemment sur cette étude, hein, et notamment le fait qu'ils avaient testé mais peut-être pas sur tous les virus, et puis que finalement ça représente une petite proportion de patients, et donc il faudrait tester tous les patients pour savoir s'ils ont des infections en cours. Bah, ça dépendra de vos centres et de vos stratégies. Nous, finalement, pour vous dire, à Lyon, et peut-être qu'on pourra discuter après avec Mirella, on reste très clinique, c'est-à-dire que si le patient présente une symptomatologie clinique,
eh bien, c'est ce qui fait foi pour nous pour savoir si on décale ou non l'intervention en fonction évidemment de l'analyse de l'urgence de la situation. Et donc, si le patient a une hyperréactivité bronchique, c'est 6 semaines de décalage de l'intervention. Si le patient présente pas d'hyperréactivité bronchique, dans ce cas-là, on décale, et donc il présente de la toux, de la température ou une rhinorrhée un peu sale, et bien dans ce cas-là, on décale l'intervention entre 2 et 4 semaines. Voilà, principalement. J'avance? Voilà, voilà. Alors bah, du coup, ça reprend un petit peu ici les recommandations. Je vais pas revenir dessus, hein. Le fait d'avoir des nébulisations salbutamol chez un enfant qui est enrhumé, le fait qu'il faut utiliser potentiellement de la lidocaïne. Bref, il y a des RFE qui ont été publiés il y a pas très longtemps. Alors maintenant, on va parler un petit peu des préparations générales du patient. Et donc, il y a un certain nombre de choses, mais je vais passer rapidement sur ça parce que finalement, un, l'heure tourne. Deux, vous allez avoir des cours très détaillés là-dessus. Dans la préparation générale de la chirurgie de l'opéré cardiaque, évidemment, on veut savoir quelle est la cardiopathie, est-ce qu'il existe des shunts et dans quel sens les shunts se dirigent et s'organisent, dans le but de pouvoir les contrôler ou les accompagner pendant notre prise en charge périopératoire. Donc, si on se concentre maintenant sur la phase de l'anesthésie, on se rend compte que au bloc opératoire, on a un certain nombre d'outils et de stratégies qui vont permettre de moduler le flux du shunt dans un sens ou dans l'autre et donc du coup d'exprimer davantage de la saturation, de la perfusion systémique ou de la perfusion pulmonaire. Et là, je pense évidemment à toutes les contraintes mécaniques et notamment à la ventilation en pression positive, la PEP, etc., etc. Donc vous voyez qu'il y a tout un tas de facteurs et vous allez voir ça pendant tout l'ensemble du DU, hein. Je pense que vous les saurez par cœur et de toute façon, ça fera très certainement l'objet également de questions. Donc c'est la clé de voûte, j'allais dire, de ce DU, c'est tous les facteurs sur lesquels on peut influencer en périopératoire sur les cardiopathies congénitales avec des shunts. Et donc du coup, j'avance. Alors évidemment, avec une stratégie de prise en charge multidisciplinaire, hein, ça nous ramène quelques années en arrière, où on peut avoir des patients qui, en préopératoire, on se dit ça va être assez simple, ça va se passer sur un séjour d'hospitalier en réanimation qui va durer moins de 24 heures, ou alors des patients hyper complexes. Vous voyez qu'il y a de tout, hein, il y a même les mouchoirs qui sont là, parce que la cardiopathie est tellement complexe ou tellement avancée que finalement ça nécessite une coopération en permanence avec un degré d'invasivité qui est majeur. Et donc, ça fait que les patients, quand vous les revoyez après en consultation d'anesthésie, ben, c'est bien de savoir par où ils sont passés en termes de cardiopathie pour éviter de les considérer comme des individus lambda alors qu'il s'agit de véritables survivants, survivors, comme je dis, du fait de leur cardiopathie et du passage en réanimation qui a pu être très prolongé. Alors pendant la consultation pré-anesthésique, du coup, on regarde évidemment l'histoire de la cardiopathie. Là, je vous apprends rien. Est-ce qu'il y a déjà eu des chirurgies préalables? Est-ce qu'elles ont été curatives ou palliatives? Est-ce que leur efficacité a été réelle ou est-ce qu'il reste des lésions, des chantes résiduelles, etc. Il peut exister des lésions obstructives, par exemple. La réparation n'est pas forcément complète systématiquement. Donc il faut refaire le tour complet de la cardiopathie et notamment en ayant une échographie cardiaque qui soit relativement récente selon la cardiopathie. On va regarder au niveau de l'examen clinique, évidemment, la saturation en air ambiant, la pression non invasive aux 2 membres supérieurs, puisqu'on a toutes les soucis de coartation ou éventuellement des réparations, qui peuvent, venir impacter la mesure de pression artérielle à droite ou à gauche en fonction du geste, hein, qui peut arriver. Et puis également, ce qui nous est très intéressant en termes d'estimation en préopératoire, c'est finalement la tolérance du patient à l'effort, son activité quotidienne et puis le fait qu'il ait commencé à faire ou non des troubles du rythme qui sont très souvent un tournant dans la gravité de la pathologie. Le fait que le patient ait fait des syncopes, des troubles du rythme, ça fait en sorte que vous devez considérer ce patient comme étant un patient grave qui doit très certainement aller en réanimation au décours puisque c'est souvent un facteur de gravité de la cardiopathie. Mais il n'y a pas que le cœur, hein, il y a tout le reste aussi, il y a les autres organes qui peuvent soit avoir des défaillances congénitales, pardon, des malformations congénitales à évaluer, puisque à prendre en charge pendant les interventions en périopératoire, soit finalement qui sont des conséquences de la cardiopathie ou des autres malformations et qui sont également à prendre en compte. Voilà. Alors en fonction de ça, on peut classer vulgairement un certain nombre de cardiopathies
Donc là, c'est marqué à l'âge adulte, mais en fait, ça peut être aussi chez les enfants, en fonction du risque chirurgical. Donc, vous voyez, la pathologie, elle est identifiée ici directement et on peut la classer en risque faible, intermédiaire ou élevé. On va rajouter là-dessus une analyse finalement de classification du risque global, c'est-à-dire la prise en charge globale, le statut ASA, donc physiologique du patient, le fait qu'il ait des réserves qui soient altérées ou qui soient des réserves physiologiques qui soient conservées, qu'il ait déjà fait des séjours hospitaliers de longue durée, etc. Et tout ça, ça permet d'avoir une classification pour se dire, pour estimer le patient comme étant un patient à haut risque ou un patient donc à bas risque. Et donc, si le risque il est faible, le monitorage, hein, la planification de la stratégie anesthésique, il peut être standard en fait. Il peut être très standard, que ce soit pour une chirurgie cardiaque ou pour une chirurgie, enfin une cardiaque, j'entends, un processus pas très loin du cœur, ou alors pour une chirurgie non cardiaque. Alors que par contre, dès que c'est de la cardiopathie complexe ou des risques qui sont importants, eh bien, on va aller vers un monitorage plus avancé, plus précis, pour pouvoir développer des stratégies très proactives et très précoces pour optimiser le patient. Et donc, on pense évidemment au risque hémorragique, au risque d'hypertension artérielle pulmonaire, d'insuffisance cardiaque droite-gauche, des arythmies, etc., etc. Et également le post-opératoire, savoir dans quel endroit, dans quelle structure on va mettre notre patient. Et donc, évidemment, on pense aux patients avec des cathétérismes ou des patients pour d'électrophysiologie, par exemple. Alors, la prémédication, c'est de moins en moins, on en a parlé rapidement tout à l'heure. Donc, ce d'autant chez les patients qui ont des cardiopathies cyanogènes, parce que l'hypoventilation et l'hypoxie, ça va être potentiellement dramatique pour eux. Et qu'en plus de ça, comme ils ont des shunts droit-gauche, ils développent des compensations par une hématocrit bien plus élevée, à faire envier tous les cyclistes. Et du coup, ils ont un gros risque de thrombose, surtout dès lors qu'ils sont un peu déshydratés. À nouveau, la règle du jeûne, elle, elle s'applique donc de façon très stricte, c'est-à-dire qu'on limite au maximum, en fait, donc on réduit au minimum le délai de jeûne et de l'intervention pour éviter chez ces patients d'avoir des risques de déshydratation, de thrombose, d'acidose, etc. Donc le monitorage, il se fait évidemment pour la saturation aussi en fonction du shunt. Et ça, je parle de ça par exemple pour les centres qui sont en voie de développement. Auparavant, il y avait des mesures de plétismographie qui n'étaient pas très fiables dans les ranges autour de 80%. En fait, ils étaient très fiables entre 90 et 95%. Et donc finalement, si on utilise ces moniteurs-là et qu'on moniteur des cardiopathies cyanogènes, on va se retrouver avec des ranges des valeurs qui seront de bien moindre qualité pour des patients qui ont des seuils de saturation qui sont plus bas. Donc il faut bien vérifier que vos saturomètres, aujourd'hui dans nos pays développés, c'est plus le cas, mais voilà, je vous invite à ça quand vous partez éventuellement dans des missions. Éviter de vous faire surprendre par finalement un platissement qui marche très mal. La pression artérielle, l'anastomo systémico-pulmonaire, eh bien, évidemment, il va falloir monitorer la pression artérielle invasive et non invasive de mon côté, hein, parce que sinon, dans un certain côté, ça peut être amorti. Donc ça, c'est le piège classique, à bien regarder les dossiers et envisager du coup les conséquences en termes de monitorage et de prise en charge anesthésique. Concernant la pression artérielle, chez les adultes, il y a eu un certain nombre de recommandations qui ont été établies avec du coup des seuils à respecter pour obtenir des pressions artérielles qui soient favorables à une meilleure survie et l'absence de complications périopératoires. Donc des deltas de pression artérielle systémique, donc systolique par exemple, ou des deltas de pression artérielle moyenne à respecter pour éviter d'avoir des lésions d'organes, hein, les reins, le cerveau, le cœur évidemment. Tout ça en périopératoire, ça a été bien montré dans la littérature adulte. On a en post-opératoire de chirurgie cardiaque tout en bas finalement aussi des seuils minimum, enfin maximum à ne pas dépasser, qui sont la pression artérielle systolique supérieure à 140 par exemple. Donc on a du coup un certain nombre d'informations qui nous permettent de comprendre l'impact que va avoir une fréquence cardiaque élevée ou basse et une pression artérielle élevée ou basse en périopératoire de chirurgie cardiaque sur les reins, le cœur, etc. En pédiatrie, c'est plus difficile. Il y a eu finalement une belle étude qui a été publiée en 2016 avec énormément de patients et qui montre qu'il y a une grosse variabilité finalement de la valeur de pression artérielle en pédiatrie pour des valeurs qui sont considérées comme normales. Donc finalement, c'est assez difficile de définir un seuil pour un enfant donné. Donc je pense que finalement, si on se rapproche de valeurs de pourcentage par rapport à une valeur de base qui serait fiable, eh bien, on est probablement sur de la médecine individualisée du 21e siècle. Et c'est probablement ce qui est recommandé. En tout cas, moi, c'est ce que je suggère.
Le TCO2, eh bien oui, dans situation où on va avoir un shunt, droit-gauche, donc un shunt cyanogène, il y a une partie du sang qui ne va pas vers le poumon et qui est directement redistribuée dans la circulation systémique et donc on se retrouve avec une TCO2 qui sous-estime la PaCO2 puisqu'elle ne voit pas passer tout le sang. Donc ça, c'est à garder en tête également. Hem En situation où on a justement, des cardiopathies cyanogènes, faire très, très attention à nos cathéters, hein. C'est la chasse aux bulles en permanence. Vous voyez des images ici, sur un cerveau d'un enfant où ça s'est pas très bien passé. Des bulles, des microthrombus un peu partout, donc nos bulles de perfusion, c'est à chasser, comme, le loup blanc, j'allais dire, donc en permanence, une attention permanente chez les patients qui ont des shunts et même du coup, bah, chez tous les patients pour éviter les problématiques, de ce niveau-là. On est très sensibilisé à ça en cardiopathie congénitale, mais bah, il faut instituer quand même voilà, des choses parce que il peut y avoir des erreurs de temps en temps, hein, d'inattention ou autre chose. Donc voilà. Les thromboses également, c'est la même façon. Donc tout ça, ça donne envie d'utiliser le monitorage par l'échographie, opératoire pour toutes les mises en place de cathéters. On va en reparler, juste après. Il y a des recommandations à ce sujet. Les NIRS péri-opératoires, donc moi j'en ai, l'utilité aussi je trouve en pédiatrie. J'ai pas de lien d'intérêt avec ça, mais je trouve que ce sont des moniteurs, qui nous permettent de gagner un peu et notamment pendant la CEC, parfois c'est les seuls moniteurs qui se mettent à nous donner des informations sur des problématiques de perfusion, d'organes, en circulation de pression de perfusion cérébrale sélective ou autre, et puis pour raisonner parfois aussi, alors vous me direz c'est un peu tiré par les cheveux, mais ça peut aider, dans le raisonnement sur, les autorégulations et les débits, l'équilibration des débits, donc sanguins systémiques, dans l'autorégulation, dans des situations où on est en début de défaillance, circulatoire, régionale tout du moins. Donc voilà. Hem Ici, maintenant, on est sur les conséquences de l'hypoxie et conséquences chroniques. Donc, vous savez ça, dysfonction myocardique potentielle, insuffisance diastolique, baisse de réserve myocardique, fonction rénale qui peuvent être altérée, syndrome néphrotique, infection d'essai, abcès, pardon, tout ça, ce sont des conséquences de l'hypoxie chronique. Et donc, ce sont des choses que vous pouvez anticiper également dans votre stratification de risque par rapport aux patients qui ont des cardiopathies donc hypoxémiantes. Et puis, on a également des effets, sur, l'hémostase avec un risque prothrombotique, d'un côté, la polyglobulie, avec le risque donc, potentiel de thrombose d'AVC, on en a parlé. Et puis le risque hémorragique aussi avec des dysfonctions plaquettaires, des troubles de coagulation qui peuvent intéresser certains facteurs et qui font en sorte qu'on a une balance qui se perturbe un peu et qui donne envie, souvent d'aller vers des monitorages in vivo, enfin in vitro, on va dire, de la coagulation clinique, directement. J'avance un petit peu. Ici, on est sur les risques, donc l'hypertension artérielle pulmonaire. On va beaucoup vous en reparler, ces risques d'hypertension artérielle pulmonaire, puisque comme vous savez, bah, l'hypertension, c'est pas uniquement, les résistances, hein, c'est aussi le débit et c'est ça qui fait toute la richesse du débit de ce DU. C'est aussi, d'évaluer donc finalement, les hypertensions artérielles qui sont liées à des hyperdébits. Donc là, j'avance un peu. Tout ça, on vous en reparlera très certainement. Les troubles du rythme également, qui sont donc des risques, comme je vous disais, donc de tournant vers l'insuffisance cardiaque réfractaire et de gravité de la cardiopathie congénitale et qui sont associés à un certain nombre, du coup, de morbimortalité et de mortalité importante chez des patients. Donc, c'est à rechercher et ça vous donnera tout de suite envie, finalement, de faire pardon, revoir, réévaluer éventuellement la cardiopathie si elle avait été, évaluée depuis longtemps, donc si elle pouvait être optimisée au niveau des traitements, ce qu'on fait régulièrement aussi, donc dans tous les centres et puis également, de faire un suivi beaucoup plus rapproché en post-opératoire. On peut prévenir un certain nombre de risques, avec, une prévention d'un certain nombre de facteurs comme l'hypercapnie, l'acidose, l'hypoxémie ou même, des médicaments type anesthésie locale avec de l'adrénaline. On a déjà vu des facteurs favorisants avec des survenues de troubles de rythme liés à ces facteurs-là qui n'étaient pas très bien prévenus, pas très bien anticipés. L'insuffisance cardiaque fait partie également des risques importants et donc vous garderez bien en tête, qu'en situation d'insuffisance cardiaque eh bien les médicaments arrivent moins vite finalement à la cible. Souvent la cible, en anesthésie pour les médicaments neurotropes, c'est évidemment le cerveau et donc comme le débit est ralenti, bah, il ne faut pas se dépêcher de rajouter des traitements parce que l'enfant ne s'endort pas suffisamment vite qu'il s'agite, bien au contraire, parce que sinon on va payer derrière le prix fort avec, finalement un gros surdosage et des risques majeurs, donc au niveau cardiaque. Et ce, évidemment, en fonction du choix du médicament. Voilà le message important que je voulais faire passer là-dessus. Alors, hem
Là, je vais passer juste ici, mais pour rappeler qu'évidemment, aux États-Unis, ils sont aussi très intéressés par l'aspect médico-économique et que finalement, lorsque les patients ont des complications, respiratoires, liées à quelque chose qui est soit de l'ordre malheureusement de l'incurable, soit, parce que la stratégie péri-opératoire avait été mal adaptée, eh bien ça se paye cher en termes, à la fois de durée de séjour et donc du coup en termes de coûts hospitaliers, donc en termes de coûts, pour l'hôpital et ils ont défini ici dans cette étude finalement un facteur de risque très important qui était le fait que le patient soit ventilé de façon invasive ou pardon, pas que invasive mais mécanique, autant pour moi, de façon mécanique, du coup avant l'intervention et que ça, c'était un facteur, majeur de risque de prolongation du séjour hospitalier post-opératoire et de complications respiratoires. Voilà, ça c'était juste pour rappeler ça. Donc, vous savez que quand vous avez un patient qui est ventilé en ventilation mécanique, pas forcément invasive, mais avec de la ventilation mécanique et dedans, il y a aussi les high flow cannula, donc fameux, OHF, pardon, je recommence, OHD, donc l'oxygénation haut débit par exemple, comme étant un facteur de risque d'avoir une prolongation de l'hospitalisation au décours en réanimation et donc un coût plus important, voilà. On a parfois du coup des cardiopathies qui entraînent aussi des problématiques, de compression bronchique, comme par exemple pour cette belle image, en situation de cardiopathie agénésie des valves pulmonaires où en fait, ça fonctionne un peu comme un anévrisme qui va venir comprimer finalement les bronches et donc menacer clairement, la ventilation pendant le patient. Ça, c'est des choses que vous pouvez également évaluer chez vos patients, spécifiquement selon leur cardiopathie et selon aussi, leur historique. Et là, je passe la diapo suivante qui montre le bronchodysplasique, évidemment, qui va poser de grosses problématiques de ventilation, de séjour hospitalier en réanimation et de stratégie de sevrage de cette ventilation mécanique. D'autres particularités en cardiopathie congénitale ou problématiques vasculaires qui entraînent effectivement tout un tas de risques supplémentaires au niveau respiratoire. Alors le risque infectieux, auparavant, hein, on avait une antibioprophylaxie donc ça fait longtemps en fait que l'antibioprophylaxie elle est utilisée, effectivement c'est un gage de qualité, les recommandations elles sont claires, hein, il faut les donner les entre les antibiotiques, de l'antibioprophylaxie entre 30 et 60 minutes avant l'incision opératoire, donc là il y a rien de particulier. Simplement chez l'adulte auparavant, on traitait, systématiquement les patients pour prévenir le risque d'infection à staphylocoque doré par, du coup une antibio, topique au niveau de la au niveau nasal, pour limiter le risque de portage, du SARM et du Staph doré. Mais en fait, finalement, ça on le fait plus. C'est-à-dire que les patients sont plus prélevés pour être testés et ils sont soignés maintenant directement, mais pas avec des antibiotiques. En tout cas, nous, c'est ce qu'on fait dans notre centre. Ils sont soignés directement, avec de la bétadine parce que finalement, c'est un antiseptique, ça marche très bien et ça évite de sélectionner des résistances. La mupirocine étant un antibiotique qui est très pourvoyeur de sélection de résistance. Donc voilà, donc on n'a pas beaucoup d'arguments en pédiatrie, ça c'est les recommandations chez l'adulte. Je ne sais pas comment vous faites dans vos centres. Nous, ce qu'on fait, très souvent finalement, c'est on dépiste finalement les patients, qui sont qui sont là, viennent pour des greffes par exemple ou des hospitalisations prolongées et puis donc ils seront, traités, éventuellement en antibioprophylaxie quand ils sont identifiés. Mais sinon on a une attitude plutôt pragmatique, vous savez, donc on dit souvent, chez les personnes âgées, on fait une CBU avant des chirurgies cataractes parce qu'en fait ils viennent tout simplement coloniser leurs doigts en touchant, leurs urines, infectés et puis après ils viennent se gratter l'œil. Donc en fait nous je pense qu'il faut faire à peu près la même chose en protégeant contre le risque, de portage, de BMR et les couvrir avec une antibiothérapie, s'ils sont infectés, une antibioprophylaxie en plus. La question qui se pose après, c'est le risque, c'est les portes d'entrée bucco-dentaires, hein, principalement et donc finalement, est-ce que, vous faites, vous insistez sur auprès des familles, sur l'hygiène bucco-dentaire, des enfants avant qu'ils se fassent opérer? Vous savez qu'on va leur mettre, un certain nombre de tubes, pour les patients qui ont des circulations extracorporelles. Une chirurgie avec circulation extracorporelle, donc finalement, il pourrait y avoir des translocations ou des choses. Le fait proposer, inviter les parents à un lavage des dents, préopératoire de façon plus importante et plus minutieux qu'auparavant, ça leur permet d'être actifs sur une certaine dose de préparation préopératoire avec très certainement un effet quand même. Je suis certain qu'on va le mettre en évidence dans les prochaines années.
Voilà, nous, on a des protocoles. Il faut que vous fassiez aussi des protocoles dans vos centres hein, d'antibioprophylaxie et c'est régulièrement réactualisé. Là, la SFAR, elle est en train. Là, il y a un groupe de RFE dont un certain nombre au niveau national font partie, qui sont en train de réactualiser justement l'antibioprophylaxie. Donc, il y aura un versant aussi sur la cardiopathie congénitale en pédiatrie. Les risques infectieux d'endocardite infectieuse, bah, ça a été statué il y a déjà plus de 10 ans, avec du coup un risque qui a été identifié comme étant beaucoup plus faible que ce qui n'était prévu et informé par l'ensemble du groupe des cardiologues pédiatriques qui suivent les enfants. Et effectivement, aujourd'hui, la prophylaxie de l'endocardite infectieuse, attention, hein, c'est en plus de l'antibioprophylaxie si jamais il n'y en avait pas, en fait. Donc, en clair, l'antibioprophylaxie prime, mais si jamais il n'y a pas d'antibioprophylaxie, bah, du coup, il reste ça, il reste des chirurgies dentaires et notamment quand il y a des interventions gingivales de la région périapicale de la dent ou perforation de la muqueuse orale et c'est pas ou, c'est pas uniquement ça, c'est et en situation où il y a une cardiopathie congénitale cyanogène ou une réparation prothétique qui a été placée dans les 6 mois avant ou avec une fuite résiduelle, etc. Donc finalement, les indications pour la prophylaxie infectieuse lorsqu'il n'y a pas d'antibioprophylaxie médicamenteuse, eh bien, dans ce cas, enfin, vous me direz, c'est pareil, c'est un pléonasme. Enfin bref, lorsqu'il n'y a pas d'antibioprophylaxie, eh bien, elle se résume à très peu de situations. Voilà. Alors, le risque rénal, bon là, je vais avancer aussi. Oula oui, 7 minutes. Du coup, la néphropathie, donc des cardiopathies cyanogènes, donc il y a un certain nombre d'atteintes qui sont connues, hein, atteinte glomérulaire, avec une augmentation des paramètres donc au niveau de la fonction rénale. On peut avoir des atteintes tubulaires également. Et donc finalement, chez les patients qui ont des cardiopathies cyanogènes, très souvent, il y a un impact, soit au niveau latent, soit au niveau patent, au niveau du capillar néphronique, avec déjà une fonction rénale, une fonction des néphrons qui est altérée. Donc il faut, à mon avis, réfléchir comme pour l'insuffisance cardiaque, c'est-à-dire avec un capital de néphrons et donc un capital de cellules qui ne seront pas forcément se régénérer et pour lequel l'enfant va devoir vivre avec ça et donc être dans une stratégie active de prévention de l'insuffisance rénale et donc de tout ce qui est facteur de néphrotoxicité, etc. Pathologie des Fontan également sont des patients qui, avec les régimes de pression et l'ensemble des chirurgies qu'ils ont vécues, donc tous les facteurs favorisants peuvent avoir des situations avec une insuffisance rénale patente ou latente et donc pour lesquels on va les considérer comme des patients presque en insuffisance rénale à préserver. Il y a de très belles études aussi qui parlent finalement de la glycémie et de la fluctuation en termes de glycémie vis-à-vis du risque d'insuffisance rénale et qui montrent que finalement, lorsqu'il y a des hyperglycémies importantes, eh bien, on se retrouve avec davantage d'insuffisance rénale aiguë post-opératoire et ça donne probablement envie aussi en situation de CEC où on voit, je pense que vous l'avez vu ou vous allez le voir finalement, des élévations de la glycémie au-delà de seuil de la normalité chez les patients qui sont opérés sous CEC, enfin avec CEC, de finalement peut-être essayer de traiter en fait de façon plus invasive cette hyperglycémie péropératoire, hein. Je n'ai pas dit périopératoire, je dis péropératoire parce que là on a une surveillance très aiguë, très, très précise, très, très régulière. Enfin, on est là en permanence et on ajuste les traitements et qu'on ne veut surtout pas se retrouver dans l'hypoglycémie, évidemment. Mais peut-être que contrôler une hyperglycémie en péropératoire permettrait d'aider avec tous les systèmes, c'est l'ischémie, reperfusion, KPB, etc. On ne va pas rentrer dans les détails ici. Le risque neurologique périopératoire, eh bien, également, il est associé à un certain nombre de cardiopathies congénitales, mais aussi au développement finalement du nouveau-né et donc de la maturité au niveau du développement cérébral. Et les cardiopathies congénitales là-dessus peuvent impacter finalement le développement avec parfois des hypoxies chroniques liées par exemple à des cardiopathies cyanogènes qui vont faire en sorte que finalement on va se retrouver avec des malformations ou des pronostics neurologiques qui sont altérés. Alors là, on ne peut pas faire grand-chose, vous allez me dire, si ce n'est protéger un peu les choses et garder ça en tête, si je peux me permettre ce jeu de mots, mais surtout, probablement qu'on a davantage finalement de, d'intérêt à se questionner aussi finalement sur les impacts aussi de nos procédures. Il faut les faire évidemment, mais c'est important de garder à l'esprit que le fait de réaliser des procédures de Rajkin peut, en tout cas ça a été décrit dans la littérature, alors vous me direz il y a quand même
presque, enfin un peu moins de 20 ans, mais quand même, que c'est associé finalement aussi avec des risques d'AVC puisqu'on vient arracher des bouts de membrane, directement, donc il peut y avoir des micro-thrombus qui peuvent, s'installer, la procédure peut être longue, difficile. Il y a des chintes, de toutes parts et puis on arrache en plus des membranes, donc lors de ce geste et ça, si jamais ça part dans les artères cérébrales et bien ça peut entraîner des accidents vasculaires cérébraux et donc c'est ce qu'ils avaient constaté et c'est ce qu'ils avaient décrit ici dans cette étude. Mais finalement après quand ils ont repris un peu les choses 3-4 ans plus tard, ils ont dit: «Ben, en fait on a quand même, finalement, beaucoup de lésions qui étaient déjà existantes et qui sont peut-être liées finalement au cerveau qui était hypoxique chronique, plutôt que véritablement, liées uniquement à des emboles et donc au geste d'atrioseptotomie». Donc vous voyez que le débat il est entier, hein, faut pas se heurter là-dessus, c'est pas le but, simplement, ce qu'on veut c'est avoir des procédures qui soient efficaces, qui soient propres, qui soient réalisées, rapidement, dans des conditions, j'allais dire de sérénité pour l'opérateur pour éviter d'avoir à faire de multiples passages qui peuvent à chaque fois éventuellement aggraver les choses, hypothétiquement. En tout cas, ce qu'on souhaite, c'est préserver le cerveau de nos enfants, chroniques qui peuvent avoir des leucomalacies périventriculaires et cetera. Alors la dénutrition, eh bien, on a une augmentation aussi, chez les patients qui ont des cardiopathies congénitales des besoins énergétiques. Il y en a beaucoup qui sont parfois parce qu'ils sont enfin, il y en a un certain nombre qui sont dénutris, ça peut entraîner des complications infectieuses, déficit immunitaire et cetera et donc il y a des études et des centres qui ont proposé il n'y a pas très, très, longtemps, non plus, de relater leur expérience en termes de nutrition efficace et agressive. Enfin agressive, on s'entend, hein, c'est évidemment pas de l'agressivité physique directe, mais en tout cas c'est une prise en charge active dans un but de reprendre une alimentation, très rapidement et de façon plus importante qu'auparavant et avec des résultats qui sont favorables. Donc je vous invite à lire cette lecture qui est, ce papier qui est assez intéressant et qui disent, finalement qui relatent, les bienfaits qu'eux ont constatés sur cette, prise en charge, l'optimisation de l'alimentation périopératoire. Les autres risques, ça sera presque, mes diapositives de fin, hein, on est passé un peu vite, mais c'est évidemment des risques allergiques. Alors l'allergie au latex, on la voit de moins en moins parce que les centres hospitaliers s'en sont, débarrassés, probablement à juste titre et donc du coup, on a de moins en moins de latex, mais parfois ils peuvent être cachés, hein. Ils peuvent être cachés dans des trucs, dont on n'a pas idée. Donc les patients qui ont des allergies au latex, eh bien, présentent quand même un risque important d'anaphylaxie et cetera. Ce que je voulais dire, c'est que parfois vérifier dans des composés, dans lesquels on suspecte pas, pour des utilisations très rares, hein, par exemple, je sais pas moi, des ballons contre pulsion aortique ou des choses comme ça. On a parfois du latex un peu caché là et ça peut entraîner des réactions graves. L'allergie à la protamine, c'est un risque important. C'est des effets aussi, finalement, d'hypersensibilité, enfin on a une allergie, pardon, la protinine, hein, je me suis trompé. La protinine, en fait, on l'utilise, ouais, un peu moins. Pour ce qui concerne, attendez, là, je suis en train de me coincer un peu. Voilà, c'est l'allergie à la protamine, j'en parle après. Donc la protinine, bah, je sais pas si vous l'utilisez beaucoup, nous, on l'utilise pas très peu, voire pas du tout. La thrombopénie induite par l'héparine, bah, c'est une manifestation de type allergique, mais c'est pas de l'hypersensibilité, c'est un peu particulier. On a, des cas de thrombopénie induite par l'héparine chez les enfants, hein, chez des nourrissons même parfois. Donc ça n'est pas qu'une vue de l'esprit, ça peut arriver et donc il faut être capable de le dépister et de les prendre en charge rapidement, surtout en chirurgie cardiaque car, évidemment les médicaments qui sont utilisés après, peuvent avoir des impacts très importants sur les patients. L'allergie à la protamine, c'était ça, pardon, j'avais un peu anticipé. C'est une réaction de type 1, donc c'est l'histaminolibération, mais on peut se retrouver aussi avec, des effets type, hypertension artérielle pulmonaire très importants. Ouais, j'en ai déjà vécu 2, une chez l'adulte, c'était assez impressionnant et une chez un enfant et c'était la même manifestation. Ça récupère très bien. Mais c'est très surprenant et ça invite vraiment à faire attention aux dates de péremption de nos protamines, d'utiliser, des protamines qui soient plutôt récentes et puis, de les injecter très, très lentement pour éviter ces risques, d'hypertension artérielle pulmonaire qui vont très souvent jusqu'à l'arrêt cardiaque transitoire le temps que ça récupère, que le médicament s'élimine. Donc évidemment dans ce cas-là, on arrête d'en injecter et on s'adapte avec une hémostase clinique, en évitant du coup la réinjection
L'évaluation vasculaire, donc je vais dire juste un mot rapidement, pour dire que finalement les patients qui ont des gestes chirurgicaux qui sont itératifs, ils ont un capital veineux et artériel qui sont également à préserver. Donc on fait très volontiers des Dopplers pour vérifier que, préopératoire, vérifier qu'ils n'ont pas de thrombose sur leurs axes vasculaires. Et puis on essaie de les préserver aussi au maximum. Et donc, ça signifie qu'on utilise l'écho-Doppler pour nous aider en permanence pour les voies veineuses centrales, mais aussi pour les voies veineuses périphériques dès lors qu'elles sont un peu compliquées et que l'enfant va avoir un capital pédiatrique, un capital veineux pardon, à préserver. On essaie de raisonner, j'allais dire, global, longitudinal. Pour la transfusion, et après, promis, on va s'arrêter là. Eh bien, c'est une vraie discussion, hein, puisque la plupart des patients qui sont petits, et nous, par exemple, en dessous de 15 kg, on les transfuse systématiquement en circulation extracorporelle. Pour l'instant, peut-être qu'on pourra discuter, parce qu'il y a des papiers aussi qui montrent que les enfants peuvent être hémodilués transitoirement sans forcément que ça porte de préjudice. J'imagine qu'ils ont une stratégie globale de prise en charge qui est très complexe et qui est plus complexe que juste le je transfuse pas dans la CEC. Là, chez les enfants qui sont transfusés, finalement, comme ils sont transfusés, est-ce que ça mérite vraiment de leur administrer beaucoup de fer, des traitements auparavant, etc., de leur faire des prises de sang pour vérifier? C'est pas certain. Évidemment, on vérifie l'hémostase biologique avant pour les patients qui n'ont pas, qui ont, pour lesquels on n'est pas certain qu'il n'y ait pas de problématique de diathèse hémorragique, j'allais dire congénitale. Mais par contre, au-delà, vous voyez qu'on peut avoir une stratégie quand même d'optimisation avec un objectif d'hémoglobine d'hématocrit, d'optimisation avec le fer, le PO, pourquoi pas, dans le but d'épargner la transfusion sanguine, qui n'est pas anodine évidemment pour les anticorps et puis pour les prises en charge, surtout quand on est dans des cas qui peuvent éventuellement être orientés ensuite vers la greffe. Tout ça, ça nécessite évidemment une réflexion globale, multidisciplinaire. Les examens complémentaires, nous, on vous invite à faire des protocoles également pour standardiser les besoins des examens complémentaires avant une chirurgie cardiaque ou avant une procédure de chirurgie cardiaque, puisque évidemment, en fonction de la lourdeur et de la cardiopathie et du contexte global, vous aurez besoin ou non d'un certain nombre de bilans. La coagulation, le nouveau-né, évidemment, il a une procédure d'hypocoagulation qui est physiopathologique, enfin ouais, c'est l'évolution du nouveau-né. Donc tout ça, ça va plutôt vers un équilibre, vers plutôt hein, vers une hypercoagulabilité du nouveau-né. Mais on peut avoir effectivement des modifications de la coagulation en fonction d'un certain nombre de facteurs. Et donc on a besoin en préopératoire, nous en tout cas on continue de réaliser des bilans biologiques chez tous les patients qui ont des circulations extracorporelles pour la première fois, tandis que on s'en passe très volontiers chez les patients qui n'ont pas de chirurgie cardiaque avec circulation extracorporelle, dès lors qu'ils ont acquis la marche et qu'ils n'ont pas manifesté de signes d'hémorragie lors de leurs nombreuses chutes qui leur a permis d'apprendre la marche, entre autres. Voilà, et donc évidemment maintenant, pour la préparation, il faut s'orienter aussi vers l'activité physique, hein, et donc on a envie d'augmenter, et ça c'est pas que chez les adultes, hein, c'est aussi chez les enfants, d'augmenter les capacités fonctionnelles des individus en leur demandant de faire du sport, d'avancer progressivement donc dans une réhabilitation en préopératoire, d'augmenter leur capacité respiratoire, etc., en faisant des exercices auparavant. Donc, s'il n'y a pas encore énormément, j'ai pas vu beaucoup d'études sur la préparation physique préopératoire en pédiatrie, mais on imagine bien que c'est aussi un axe de développement dans la mesure du possible. De considérer la chirurgie cardiaque parfois comme un marathon ou comme une course d'un saut d'obstacle. Pourquoi ne pas se préparer avant? C'est une question. Alors en conclusion, voilà, vous savez que les caractéristiques physiologiques en pédiatrie, c'est un challenge, hein. Il y a beaucoup de différentes de matériel différents, d'âge, poids, taille, etc., qui font en sorte qu'on a une multitude de produits et d'utilisation de dispositifs à utiliser pour balayer largement finalement les ranges de nos patients. Les technologies qui sont utilisées souvent, elles sont désignées, donc designées pour dire en anglais, pour les adultes, et donc en pédiatrie, c'est un peu le parent pauvre. Donc on se retrouve souvent avec des interprétations par rapport à la, comment dire, la justesse et la précision des mesures. Et puis, cependant, on a quand même des possibilités, de s'inspirer des stratégies qui ont été utilisées efficacement chez l'adulte, de réfléchir en termes d'évidence-based medicine par rapport à ce qui est disponible en pédiatrie, et 3 aussi de réfléchir en termes de physiologie et d'expertise dans le contexte plus complexe de la cardiopathie congénitale, dès lors que les situations nécessitent finalement une réflexion
et puis une analyse singulière. Mais moi, je pense que